Votre nouveau rendez-vous Flux Libre vous est proposé par Audi. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile. Le Salon automobile de Lyon présente Flux Libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de Flux Libre, le podcast qui explore l'automobile sous tous ses angles. Un épisode coproduit et réalisé par Ludovic Tichit. Je suis Laurence Perrault et je suis ravie de prendre le volant avec vous. On va commencer par un dossier qui peut vous surprendre. Le contrôle technique, on l'aime ou on le déteste, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ? Nous avons plongé en immersion dans 3 centres d'ECRA pour rencontrer 2 femmes et 2 hommes contrôleurs techniques. Ils vont nous révéler les coulisses de leur métier, les défis et les idées reçues sur cette étape incontournable pour nos voitures. Ensuite, place à l'essai automobile. Alexandre Lenoir teste la première voiture électrique de la gamme Suzuki. Le grand entretien avec M. Robert Brejkoff, directeur général d'Audi France, qui nous partage sa vision de l'industrie, de la fiscalité et les défis de la filière automobile aujourd'hui. Et enfin, notre escapade nous emmène aux 24 heures du Mans avec le grand départ du 13 juin prochain en compagnie d'un directeur sportif de la FIA. Bouclez vos ceintures, on commence par le contrôle technique de nos voitures. Flux Libre avec Audi. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. À partir de 4 ans, puis tous les 2 ans, ou en cas de vente, nos voitures ont rendez-vous avec le contrôle technique. Mais connaissez-vous vraiment ce métier ? Car derrière ce rendez-vous obligatoire que l'on reporte parfois jusqu'à la dernière minute, il y a des hommes et des femmes armés de leurs outils, d'un œil expert qui scrute, analyse et décide si votre véhicule est en état de prendre la route en toute sécurité. Qui sont ces professionnels du contrôle technique ? Comment se forment-ils ? Aujourd'hui, je vous embarque dans les coulisses d'un univers que l'on côtoie sans vraiment le connaître. Direction 3 centres d'ECRA pour aller à la rencontre de ceux qui font passer ce test à nos voitures, avec parfois de mauvaises nouvelles à nous annoncer. Mais surtout, j'ai découvert des personnalités passionnantes, des parcours surprenants et de très très belles rencontres humaines. Je suis dans l'automobile depuis l'âge de mes 14 ans. La passion pour l'automobile m'a piquée à l'âge de mes 6 ans. Devant la télévision de mes parents, j'étais en train de zapper les chaînes et je suis tombée sur une émission avec des mécaniciens. J'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Et en fait, ça m'a toujours poursuivie. Aurélie Ladan, 34 ans, contrôleuse technique et gérante d'un centre de contrôle technique d'ECRA à Mortefontaine-en-Telle, dans le département de l'Oise. À 14 ans, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de découverte dans un garage qui a été très concluant et le patron m'a dit, voilà, si tu arrives à rentrer au GARAC, l'École nationale de l'automobile à Argenteuil, moi je te prends, je te garde. Moi qui étais un peu une cancre à l'école, j'ai dit à mes parents, bon bah voilà, moi je vais aller dans l'automobile. Là, ça a été une grande révélation pour moi. Pendant toutes ces années de formation, forcément d'alternance, j'ai pu aussi pratiquer de la réception, de la vente, du véhicule neuf, véhicule d'occasion, service rapide. En fait, j'ai touché un petit peu à tous les postes. En fait, j'aime pas la routine. Et je me suis dit, en fait, la relation client, la carrosserie, la technique, la peinture, tout ça, je peux l'avoir dans le contrôle technique. C'est à toi de dire si oui ou non le véhicule est apte à passer ou pas et tu as la relation avec le client. Si tu veux que ton contrôle technique perdure, il faut que ce soit un minimum commercial. C'est-à-dire qu'un client va venir pour son contrôle technique, c'est jamais une partie de plaisir. Mais par exemple, demain, tu l'accueilles avec un petit café, un sourire et de la bonne humeur, et bah, tu es sûr qu'il viendra chez toi tous les 2 ans. Si je comprends bien Aurélie, aujourd'hui vous êtes patronne de votre propre centre d'ECRA, de contrôle technique, et vous êtes vous-même contrôleuse technique. Tout à fait. C'est un centre de campagne. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans votre métier, dans ce que vous faites au quotidien ? Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment aussi la relation client. On m'a toujours dit: «Aurélie, on comprend pas ton choix d'avoir été dans le contrôle technique parce qu'en fait, c'est routinier». Je dis: «Non, non, non». Je me souviens que ma tante était passée avec sa Twingo rose et puis elle me dit: «Mais ma chérie, je comprends pas. Comment que ça se fait que tu es là-dedans alors que le travail, il est complètement routinier?» Et je la regarde, je fais: «Écoute tata», je dis: «Tu vois, il y a jamais un jour qui se ressemble ici». Elle me dit: «Bah si, regarde les voitures, tu les passes à la chaîne, c'est toujours le même train-train». Je dis: «Oui, mais toi, tu es ma tante. Tout à l'heure, je vais avoir probablement, un client un peu plus récalcitrant. Je vais peut-être tomber sur une petite mamie, qui a besoin d'être, conseillée, d'être rassurée. On ne sait pas sur qui on va tomber et puis d'une voiture à une autre, ça change». Est-ce qu'il y a une voiture qui vous a marqué depuis que vous avez votre centre ? Il y a plein de situations qui m'ont énormément marquée. J'essaye aussi de faire un petit peu de prévention sur les réseaux sociaux de temps en temps quand je vois des choses qui sont relativement graves et cetera. Par exemple, un disque de frein cassé, je le prends en photo
ou en vidéo et je l'expose sur les réseaux sociaux en disant: «Attention, regardez, si vous entendez un bruit, il faut porter attention à ce bruit, il faut aller voir un mécano, il y a peut-être un problème quelque part». Surtout que là, c'est de la sécurité. Une histoire que vous avez envie de me raconter? Une fois, un petit monsieur vient me voir en me disant, «Oh Aurélie, je suis super content et tout, je viens d'être grand-père». Je dis: «Oh félicitations» et il me dit: «Je viens de sortir ma voiture du garage». C'était un Coléos, je me souviendrai toute ma vie. C'est son premier contrôle technique et après je prends la route dans 3 jours pour aller rejoindre ma fille et mon petit-fils dans le sud. Je vais parcourir à peu près 2000 kilomètres. Donc moi, je me dis: «Bon, bah, 1er contrôle technique, généralement, il y a rien. En plus, elle sort de révision». Donc je la monte sur le pont et le petit papy me dit au loin: «Alors, tu me trouves un petit défaut sur cette auto?» Et là, je lui dis: «Bah, écoutez monsieur, pour l'instant, tout est clean». Je fais mon tour de caisse et cetera, tout se passe bien. Je monte la voiture et là, d'un seul coup, je lui dis: «Oh!» Je retire tout ce que je viens de dire et il me dit: «Comment ça?» Il dit: «C'est une blague» et je lui dis: «Non, non», je dis: «Je vous assure, je vous mets en contre-visite, mais pas une simple contre-visite, je vous mets en contre-visite critique et moi, je vous conseille même de partir sur des panneuses». Et il Il me dit: avait «Mais» quoi? les 2 pneus avant qui sont en train de déchausser. Waouh! Alors, un pneu qui éclate sur une route à 130, le Coléos, on le rattrape pas, mais les 2, c'est sûr, il y a plus de papy. Pourquoi? Ça s'était déchaussé? C'était une usure, irrégulière du pneu, ça se mangeait par l'intérieur et je passais mon ongle dans le pneu. En gros, on voyait la structure métallique qui sortait du pneu, sur les 2 pneus à l'avant. Et du coup, vous lui avez sauvé la vie quand même, hein? Oui, Bonjour, je m'appelle Raphaël Dacosta, j'ai 18 ans et je suis employé dans ce centre de contrôle. Ça fait déjà 17 ans qu'on est là. Alors, au début, c'est une passion de l'automobile, contrôle technique, vraiment plus. Orlando Dacosta et Raphaël Dacosta, père et fils, du centre de contrôle technique d'ECRA à Versailles, 1 rue d'Artois. Orlando, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Moi, c'est la sécurité routière, justement. Il y a un client, son véhicule n'est pas en bon état, il comprend pas pourquoi et je lui fais voir. Dans ses yeux, ça se voit tout de suite qu'il fait merci. Merci parce que je le savais pas. Raphaël, pourquoi vous avez choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que je voulais rester dans l'automobile, mais sans être mécanicien. Et en troisième, j'ai effectué mon stage. Ça s'est plutôt bien passé, le fait de contrôler les véhicules des clients, leur expliquer s'il est en bon état ou pas. Et j'ai bien aimé, du coup je me suis renseigné pour faire un bac pro, pour faire mon stage de contrôleur technique. Si vous deviez, Raphaël, expliquer à votre meilleur ami ou sur les réseaux sociaux ce que vous faites de vos journées et ce qu'est votre métier, vous diriez quoi? Je dirais que mon métier c'est contrôler vos véhicules, donc contrôler les organes principaux et vous rassurer si votre véhicule est en bon état ou pas. Qu'est-ce que nous faisons, Raphaël, là? Alors là je vais mesurer les feux. Donc il faut que je prenne mon mètre, que je vérifie la distance entre mon réglophare et l'optique de feu et la hauteur de l'optique de feu au sol. Que je sois bien entre 30 et 50. Là je suis à 36. On vérifie au sol jusqu'à l'optique. Donc là on est environ à 60. On voit le phare sur un écran à l'intérieur de cette machine. Voilà. C'est comme si on se mettait devant un mur et qu'on voulait régler nos feux. Là on a la valeur, donc on est bon. On doit être entre moins 0,5 et moins 2,5. Là on est bon et on peut voir ici la courbe qui n'est pas trop haute et pas trop basse. On peut devenir contrôleur technique sans être mécanicien. Oui, comme moi, je suis pas mécanicien et j'ai pu devenir contrôleur technique. Raphaël, vous êtes le fils d'Orlando. Travailler avec son papa, c'est un héritage ou c'est un défi personnel? Alors c'est à la fois un héritage et à la fois un défi personnel. Il y a ce côté héritage de pouvoir un jour plus tard racheter tous ces centres. Et il y a ce côté défi personnel de toujours être à la hauteur, ne pas décevoir, essayer de tout bien faire. Orlando, travailler avec son fils, transmettre, quelle aventure pour vous? Moi, c'était une fierté. Le but pour moi, c'est justement de tout lui expliquer, mon expérience, et de l'aider à être meilleur que moi, dans tous les cas. C'est en cours? C'est en cours, oui, mais maintenant, il faut un petit peu d'expérience. Mais oui, c'est en cours. Orlando, là, il vient de vérifier les sièges. En fait, on vérifie aussi les sièges dans la voiture? Bien entendu. La fixation des sièges, 6 coulisses à l'avant, les appuis-têtes, on contrôle aussi. C'est des éléments de sécurité. Si ta ceinture elle n'est pas en bon état, c'est un danger. La ceinture, oui, mais jusqu'à vérifier les sièges. S'il est mal fixé, le siège en cas d'accident, il va partir. Ça va avec. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, entre vos débuts de contrôleur, donc il y a 17 ans, et aujourd'hui? C'est les normes qui ont vachement durci. En 2018, il y a eu une réforme du contrôle technique, avec beaucoup plus d'électronique dans les véhicules. Quand vous recrutez, qu'est-ce que vous recherchez, Orlando? Plutôt un diplôme ou un état d'esprit? On n'a pas le choix d'avoir un diplôme pour faire notre métier. Il faut un bac pro minimum. Donc ça, diplôme, c'est d'office, mais surtout un état d'esprit. Lequel? Pédagogie. Il faut être vraiment souple avec le client, savoir lui expliquer fermement, ne pas se faire intimider par le client. Pourquoi? Parce que certains clients veulent que ça passe, alors que le véhicule est dangereux, et ça, c'est pas possible. Il faut surtout lui expliquer pourquoi il passe pas, et généralement, quand on sait le faire, ça coule. Et l'aspect sécurité routière? C'est à la base de notre métier. Notre diplôme, il est fait
pour la sécurité routière. Donc normalement, chaque contrôleur doit savoir contrôler un véhicule de la même façon. Par contre, comment il va l'expliquer à son client, c'est là où il faut beaucoup de pédagogie. Il y a 17 ans, il n'y avait pas besoin d'avoir un bac pro. À l'époque, il n'y avait pas besoin. Il fallait quand même un diplôme dans l'automobile, plus 2 ans d'expérience dans l'automobile. Parce que c'est très dur de contrôler un véhicule si on ne sait pas de quoi on parle. Donc il faut connaître un minimum l'automobile. Entre-temps, en 2018, ils ont durci un peu ce système-là. Et sur la réforme, en effet, il fallait un bac professionnel. Maintenant, qui est très dur à convaincre pour faire ce métier-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des problématiques pour recruter ? Énormément. Avant, je pouvais être mécanicien, j'avais un CAP par exemple, ou un BEP, plus 2 ans d'expérience, je pouvais devenir contrôleur technique. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors aujourd'hui, c'est plus possible, mais ils sont en train de mettre des actions en cours pour justement avoir des CQP, des aptitudes sur la mécanique, pour pouvoir justement faire des stages un peu plus longs, mais pour devenir contrôleur sans bac pro. Vous faites aussi des voitures électriques. Tout à fait. Et est-ce qu'il a fallu faire une formation supplémentaire ? Alors d'office, quand on fait notre maintien, on fait un B2XL. C'est une formation pour les électriques. Raphaël, quel est le contrôle que vous appréciez faire le plus souvent ? Dans la globalité, j'ai pas de préférence spécialement, mais il y a toujours la pollution sur des véhicules diesel qui sont âgés. Qu'est-ce que vous lui faites subir au moteur ? On lui demande une pleine charge d'un coup. Ça veut dire que vous le mettez sur un banc spécial et que vous poussez le moteur dans les tours ? Sur notre appareil de pollution, nous sommes à l'arrêt et on doit accélérer à fond et maintenir le régime à fond. Une demi-seconde pour pouvoir faire valider notre pollution. Raphaël, pour vous, quelle est la plus grande qualité de ce métier ? C'est l'aspect sécurité et la pédagogie avec le client. Est-ce que vous avez déjà eu des clients mécontents ? Pas exactement. J'ai eu une fois, j'ai mis une contre-visite pour des pneumatiques. Le client n'était pas d'accord avec moi. Et heureusement, mon chef et mon père, ils m'ont toujours appris à prendre une photo du défaut, donc par exemple là c'était le pneumatique, et lui montrer. Et bizarrement, juste après, le ton redescend et il comprend que son véhicule a un souci. C'était quoi le défaut ? C'était les pneus, ils étaient lisses à l'intérieur, mais bons à l'extérieur. Donc il ne pouvait pas le voir de lui-même s'il n'était pas passé en dessous de sa voiture. Voilà, il n'aura pas pu voir. Orlando, quelle est la voiture la plus extraordinaire que vous ayez contrôlée, vous ? Une vraie AC Cobra, pas une imitation. Ça fait un barouf de malade. On en a eu 2. Et pas de souci, la voiture est ressortie nickel ? Non, c'est des vieilles voitures, donc les voitures de plus de 30 ans d'âge n'ont pas vraiment les mêmes défauts que les autres. On parle souvent de défauts critiques. Qu'est-ce que c'est exactement et quels sont les défauts critiques que vous avez déjà relevés ? Voilà, alors les défaillances critiques, ça veut dire que le véhicule, c'est un danger immédiat. C'est-à-dire vous sortez de chez nous, vous êtes en danger. Ça, c'est une défaillance critique. Ça veut dire que le soir même, vous ne pouvez plus circuler avec le véhicule. Une défaillance majeure, vous avez 2 mois pour réparer votre véhicule. Et la défaillance mineure, c'est la partie pédagogique en gros, où il faut aller vérifier quand même chez le garagiste pour faire le nécessaire. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un défaut critique ? Je vais vous dire simplement, les airbags Takata, défaut critique d'office. Depuis le 1er janvier, oui, sur les pneumatiques, par exemple une hernie, un pneu qui est complètement sur la ferraille, ça c'est des défauts immédiats, c'est un danger permanent. Une fuite de liquide de frein. Si vous appuyez sur votre pédale s'enfonce, vous n'avez plus de frein. Merci beaucoup Orlando. De rien Laurence. Merci Raphaël. Au revoir, bonne journée à vous. Je suis passionnée d'automobile depuis toute jeune. Cette passion me vient de mon papa qui m'a toujours baignée dedans ayant son garage. Loa Descoires, gérante du centre de contrôle technique d'Écra, 6 rue du 19 mars 1962 à Blois. J'ai eu l'opportunité du centre de contrôle technique qui était en vente et je me suis positionnée dessus. Je l'ai eu en avril 2025 et du coup j'ai ouvert au 1er juillet, donc je suis partie au début sans formation. En sachant que quand on a un agrément de centre, on est obligé de faire une formation de gérante dans les 6 mois d'ouverture. Ouais. Donc en effet, j'ai fait une formation de 35 heures pour l'année dernière. Vous avez quel âge Loa ? J'ai 19 ans, 20 ans dans 2 semaines. Waouh ! Est-ce que vous contrôlez vous-même des véhicules ou pas encore ? Alors pas encore. Pour le moment, je suis entre guillemets juste gérante du centre. J'ai un employé avec moi, un deuxième d'ailleurs qui arrive prochainement. Lui gère la partie contrôle technique et moi, je souhaiterais du coup passer mon agrément fin d'année, début d'année prochaine pour ensuite contrôler les véhicules moi-même. Quel regard ont les clients sur le fait que vous soyez une femme à la tête d'un centre de contrôle technique et à 19 ans ? Ouais, c'est ça surtout. Je pense qu'être une femme, c'est compliqué d'arriver dans ce milieu-là en étant gérante et en plus sans forcément d'expérience avant aussi, et en plus être jeune. Donc au début, je pense qu'il y a eu pas mal de réticences au niveau même de mes partenaires automobiles, garages ou collègues. Mais après, je pense qu'il faut savoir aussi faire sa place et montrer qu'on est capable d'apprendre au tout début et puis après de gérer cette entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
ce contact client. C'est ce que je recherchais aussi et puis, voir, différents véhicules tous les jours, avoir du changement en fait, tous les jours. Ce que j'aime aussi du coup dans ce métier du contrôle technique, c'est, la sécurité routière, expliquer aux clients, les défauts de leur véhicule, pourquoi les faire. Je trouve ça, assez important. Est-ce que vous avez, dans votre courte carrière, à la tête d'un centre de contrôle technique d'ECRA, déjà une belle histoire à nous raconter? Alors en soi, j'ai plusieurs belles rencontres. Quand j'ai commencé dans ce milieu, j'ai démarché pas mal de garages pour avoir des partenaires, qui puissent venir passer leur contrôle technique chez nous. Des personnes aujourd'hui avec qui je m'entends très bien, avec qui on a créé une relation de confiance. Sans eux, aujourd'hui, du coup, le centre, a permis de se développer et ça, je trouve ça assez important de le dire, de merci de m'avoir fait confiance alors que je suis quand même assez jeune. Ouais, je suis super contente de venir au travail tous les jours et je trouve ça hyper important. Comment vous voyez l'avenir? Là, ça va être la première année au 1er juillet de l'ouverture du centre. On a réussi à le pérenniser déjà et ensuite, j'aimerais donc avoir mon agrément. J'aimerais me développer, en rachetant pourquoi pas d'autres centres. Loa, Aurélie, Orlando ou Raphaël, 4 personnalités, 4 parcours et une même passion. Merci à eux et à leur centre d'ECRA qui m'ont ouvert leurs portes et leur quotidien. La prochaine fois que vous poserez votre voiture sur le pont d'un contrôle technique, vous en saurez un peu plus. Et qui sait, vous connaîtrez déjà ceux qui sont de l'autre côté si vous choisissez d'aller dans l'un des 3 centres d'ECRA proposés dans notre dossier. Notre podcast Flux Libre, c'est aussi ça. Aller à la rencontre de ceux qui travaillent dans la filière automobile. Et vous retrouverez très rapidement ce dossier en images sur la page YouTube de Flux Libre. Flux libre avec Audi. Après ce plongeon dans les coulisses du contrôle technique, Alexandre Lenoir prend le volant de la première voiture électrique de la gamme Suzuki, la e-Vitara. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Et oui, Laurence, Suzuki entre enfin dans l'ère du tout électrique avec un modèle particulièrement attendu, le e-Vitara. Un nom bien connu puisque ce nouveau SUV reprend l'appellation Vitara, l'un des piliers de la gamme du constructeur japonais depuis de nombreuses années. Mais cette fois, il s'agit d'un véhicule 100% électrique appelé à ouvrir la voie à une toute nouvelle génération de modèles. Alors, avec ses 4,28 m de long, le e-Vitara se positionne au cœur du marché européen des SUV, face à des concurrents comme la Renault 4 e-Tech, le Kia EV3 ou encore le Peugeot i2008, une catégorie très disputée donc dans laquelle Suzuki espère faire valoir quelques arguments originaux. Nous avons pris le volant dans la version haut de gamme à transmission intégrale, équipée de 2 moteurs électriques et dès les premiers kilomètres, le constat est plutôt positif puisque le e-Vitara se montre facile à conduire, rassurant et agréable au quotidien. La direction est précise, le comportement sain et l'ensemble inspire rapidement confiance. Nicolas Edet est journaliste auto et il a plutôt apprécié la conduite de ce e-Vitara. La voiture est très homogène. On a une voiture électrique qui, comme on les aime, c'est-à-dire qu'elle est douce, elle est assez agréable, elle pousse pas de folie quand on met en mode sport. D'ailleurs, le mode sport apporte pas grand-chose finalement. On se met en mode drive normal et je trouve que la voiture est bien, elle répond très très bien. Je la trouve confortable de manière globale, même si de temps en temps, on sent que le poids 1,8 tonne, c'est quand même pas léger pour une voiture de cette taille. Donc on sent qu'on est un peu secoué sur les routes vraiment très dégradées. Mais dans l'ensemble, je trouve que la suspension absorbe bien. Alors la particularité de cette version, c'est justement sa transmission intégrale, une offre inexistante sur ce segment des petites électriques. Sans prétendre être un véritable franchisseur, le e-Vitara conserve un certain ADN touche-main cher à Suzuki. Sur route glissante ou sur chemin, il apporte un supplément de motricité appréciable. Sous le capot, donc, les 2 moteurs développent jusqu'à 184 chevaux. Les performances sont tout à fait correctes, avec des accélérations franches et des reprises efficaces. Le confort sonore est également satisfaisant, même si quelques bruits aérodynamiques apparaissent à vitesse élevée. Tout n'est cependant pas parfait, avec près de 1,9 tonnes sur la balance et de grandes roues de 19 pouces. Le confort se dégrade lorsque le revêtement devient plus irrégulier. Les mouvements de caisse sont alors assez perceptibles. Côté autonomie, Suzuki annonce jusqu'à 395 km en cycle WLTP pour cette version 4 roues motrices. Dans la réalité, dans un usage varié, il faut plutôt tabler sur environ 250 km avant la recharge. Une valeur correcte, mais qui reste en retrait de certains concurrents plus récents. La recharge constitue d'ailleurs l'un des principaux points faibles du modèle. Même sur borne rapide, les temps de charge paraissent relativement longs. Comptez environ 45 minutes pour le traditionnel exercice de la recharge de 20 à 80%, ce qui limite un peu l'agrément sur les longs trajets.
À bord, en revanche, Suzuki franchit un cap. La présentation est nettement plus moderne que sur les précédents modèles de la marque. On trouve une instrumentation numérique, un grand écran tactile, compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que des commandes de climatisation qui restent physiques, un choix toujours apprécié pour l'ergonomie. L'habitabilité est correcte pour la catégorie, même si les places arrière manquent un peu de générosité pour les grands gabarits. Quant au coffre, avec un volume compris entre 268 et 310 litres selon la position de la banquette coulissante, il figure parmi les moins spacieux du segment. Au final, ce premier véhicule électrique de Suzuki apparaît sérieux et cohérent. Le e-Vitara ne révolutionne pas la catégorie, mais il propose une alternative crédible au Vitara thermique pour tous ceux qui roulent au quotidien en montagne, grâce à sa transmission intégrale, sa présentation moderne et sa facilité de conduite. Et pour finir les prix, le e-Vitara se négocie entre 28 500 et 36 800 €, ce qui le positionne très correctement face à sa concurrence. Flux libre avec Audi. L'automobile, c'est aussi des hommes et des femmes qui la font évoluer. Nous recevons aujourd'hui M. Robert Breshkoff, directeur général d'Audi France, pour un entretien où il va partager, entre autres, les réalités de l'EcoScore pour leur voiture. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Bonjour M. Breshkoff. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Audi France, une des marques premium allemandes les plus emblématiques sur notre marché. Dans un premier temps, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre rendez-vous Flux Libre, dans cette chronique sans filtre, parce qu'on va parler vrai, on va parler cash, et le sujet du moment, c'est entre autres la fiscalité automobile, un sujet qui franchement n'est pas très sexy à première vue, mais qui est absolument structurant pour les entreprises, pour les particuliers et clairement pour les constructeurs comme vous. Alors avant d'entrer dans ce vif du sujet, j'ai juste envie de mieux vous rencontrer. Monsieur Breshkoff, vous êtes un enfant de l'automobile. Ça fait longtemps que vous travaillez dans cette belle filière. Absolument. Déjà, merci pour votre accueil. Et je suis un enfant de l'automobile. Depuis mon jeune âge, j'étais fan des autos que mon papa conduisait. Et puis après, pendant les études, j'ai commencé à faire des stages dans l'automobile, notamment Porsche. Et puis j'ai commencé, après un premier passage chez un non-constructeur, à travailler dans la filière et tout au long de ma carrière. Donc tout à fait, c'est 100% mon ADN. Et vous avez à votre compte de jolis succès pour relancer même certaines marques. On pourrait parler d'une marque espagnole ? Oui. Notamment Cupra. J'ai eu la chance de participer à l'équipe qui a créé, fondé et incarné cette marque-là pour la lancer à l'international. Et puis après en France depuis 2021, avant de reprendre les rênes de Audi France, il y a exactement 2 ans. Aujourd'hui, je souffle les 2 bougies sur le gâteau Audi France. Bon anniversaire. Merci. Mais avant ce poste, ça fait longtemps que vous avez rejoint la maison allemande. Oui, ça fait plus de 20 ans. J'ai travaillé 11 ans pour Audi avant de changer de marque pour connaître d'autres marchés, d'autres coutumes, pour revenir ensuite à ma marque de cœur qui est Audi. Quelle émotion déclenche chez vous l'automobile ? C'est le design, c'est ce qui fait vraiment battre le cœur quand on voit les voitures. Et puis de pouvoir travailler et de gérer une équipe qui, avec un réseau vraiment engagé en France, pousse pour faire progresser la marque, faire progresser le commerce. C'est un réel plaisir et j'ai de la chance. J'aimerais que l'on plante le décor également par rapport à la filière. Monsieur Breshkoff, en quelques mots, comment est-ce que vous décririez le moment que traverse aujourd'hui le marché automobile en Europe et particulièrement en France ? Moi, je dirais très compliqué, et surtout en France. D'autres marchés se sont redressés depuis ce début d'année. Et puis en France, c'est malheureusement pas le cas. Depuis 2019, depuis 2020, le Covid, vraiment, le marché a baissé en France, au-delà des 2 millions de voitures par an, à 1,6 million, 1,7 million. Et cette année, ça a l'air de revenir sur le même niveau. On est à -1, donc une petite faiblesse encore sur ces 5 premiers mois, alors que d'autres marchés se sont redressés avec de la vraie croissance. Et je crois que c'est vraiment ce contexte fiscal qui fait que la France continue à être en berne. Et puis c'est une vraie problématique franco-française. Tout à fait. La fiscalité en France, elle n'a vraiment pas de pair en Europe. D'autres marchés aussi ont des avantages ou des impositions fiscales différentes, mais je trouve que la plus lourde est celle de la France. Vous avez parlé de fiscalité, justement, je voudrais en parler concrètement avec vous. L'EcoScore et les avantages en nature, les fameuses AEN, qu'est-ce qui change vraiment aujourd'hui concrètement pour une entreprise qui met une voiture à disposition d'un salarié ? Alors, c'est exactement les sujets clés que vous évoquez. Aujourd'hui, pour le particulier, l'EcoScore, il est important aussi puisqu'il permet, si à un certain point et un certain prix, d'avoir accès aux bonus.
et sinon ça sera un malus. Pour les sociétés, et c'est aussi la majorité de nos clients chez Audi, l'avantage en nature qui a été changé l'année dernière avec des nouvelles règles fait que ça devient vraiment le sujet clé pour un employé qui a droit à une voiture de fonction, comme pour l'employeur, parce que les deux ont un coût mensuel sur la fiche de paye ou bien dans les comptes de l'entreprise. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'éco-score pour une voiture, pour un modèle, fait qu'il y a un abattement de 70% sur ce coût de détention pour l'employé et pour l'employeur. Et je voudrais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, un Q6 e-tron pour un employé avec sa belle autonomie et sa puissance de recharge fait que environ le coût pour le salarié est de 4 000 € par an. Et de l'autre côté, pour l'employeur, de la même façon, c'est aussi à peu près 4 000 €. Si cette voiture-là passerait à l'éco-score, et on en parlera tout à l'heure parce que j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer en exclusivité aujourd'hui. Très bien. Ce coût pour l'employé et pour l'employeur baisse de moitié. Ok. Donc on parle sur un contrat type de 3 ans, une économie pour l'employé de 6 000 € et pour l'employeur également de 6 000 €. Donc c'est vraiment conséquent. J'aimerais que pour tous ceux qui écoutent Flux Libre, on comprenne bien ce qu'est l'éco-score pour une société. Il va falloir quand même travailler des véhicules en amont pour qu'ils soient éco-scorés. Tout ça a un coût pour un constructeur comme vous. Exactement, et c'est ce qu'on a fait. Nous avons carrément changé les process industriels de fabrication et de sourcing des pièces, et notamment de la batterie. Pour rendre une voiture éco-scorée, il faut que l'origine des modules de la batterie, par exemple, provienne de l'Europe, et aussi que les matériaux pris pour la construction de la voiture soient idéalement avec un impact CO2 pas élevé. Donc ça veut dire que toute nouvelle voiture qui serait thermique, par exemple, voire hybride, ne pourrait pas être éco-scorée, donc ne pourrait pas rentrer dans les propositions pour les flottes d'entreprise. Ou si, mais en leur coûtant très cher. C'est exactement le cas. Et aujourd'hui, notre best-seller électrique, la Q4 e-tron, est exactement ça. On vient de la lancer, les commandes sont ouvertes. Elle arrive le mois prochain en concession. Et puis, elle sera sur toute sa gamme éco-scorée, sous réserve de la confirmation de l'ADEME. Donc, le dossier est chez eux. Et on est très confiant que ça sera le fait sur 100% de la gamme du Q4. Combien représente en pourcentage le marché entreprise pour vous, Audi, monsieur Brejkov ? Alors, c'est 2/3 de nos clients qui viennent acheter leur voiture au nom de leur société. C'est un canal très important pour nous. La Q4 a doublé ses ventes depuis l'éco-score ? Exactement. Waouh. Là aussi, on a fait un travail avec l'équipe. On a repositionné la voiture. On a mis en dessous de la barre des 47 000 € pour le particulier, pour la rendre éligible au coup de pouce. Et pour la société, pareil, c'est l'éco-score qui là aussi fait toute la différence. Et c'est devenu notre best-seller électrique. On a doublé les ventes. Et puis, on est rentré dans le top 10 de toutes marques confondues sur le segment des électriques l'année dernière. Vous savez que j'aime bien que l'on parle sans filtre. Ça a coûté combien à Audi de devoir faire toutes les recherches, de changer les véhicules pour qu'ils puissent, en France, être éco-scorés ? Il y a certainement un coût derrière. Ouais. Nous avons, par exemple, sur le Q6, rapatrié la batterie, les composants de la batterie de Chine en Europe. Et ça, pour tous les marchés européens. On a un projet qu'on a poussé notamment pour la France. Et ça, c'est la nouvelle dont je voulais vous parler. Dans quelques semaines, encore une fois, avec le retour de l'ADEME, annoncer que Audi, sur le segment de la Q6 e-tron, donc du segment B full électrique, on est les premiers et les seuls à premium à offrir une voiture avec l'éco-score. Donc, pour revenir sur votre question, oui, il y a un coût derrière de changer les process industriels là-dessus. Je ne pourrais pas vous le chiffrer aujourd'hui, c'est notamment la maison mère qui a mis ça. Monsieur Brejkov, vous êtes le directeur général d'Audi France. On est d'accord que cet éco-score est franco-français ? Il est franco-français, il existe sous des formes parfois similaires, par exemple en Angleterre, etc. Ce sont d'autres termes utilisés, mais il est franco-français, il est très impactant pour les décisions d'achat de nos clients en France. Vous nous avez donc annoncé une exclusivité pour le Q6 e-tron. Pour les professionnels et les passionnés qui nous écoutent, est-ce qu'il n'y a pas non plus une future star dont on commence à entendre parler ? Et très bonne nouvelle aussi sur cette fin d'année. Nous avons la chance d'être présents sur le Mondial de l'automobile à Paris. Nous aurons la chance de lancer une nouvelle voiture pour la gamme Audi qui viendra étoffer avec une voiture 100% électrique. C'est l'A2 e-tron qui viendra se rajouter à la gamme. Une voiture compacte avec une très belle autonomie pour son segment. Elle va frôler les 650 km. Donc pour une voiture qui souvent est la deuxième dans un ménage vraiment très utile au quotidien. Et puis là aussi, cette notion de éco-score évidemment est très importante. Donc nous y travaillons dessus pour aussi annoncer cette bonne nouvelle pour la e-tron. J'ai fait partie des gens qui ont eu la chance de l'avoir en avant-première. Je peux juste vous dire que j'ai littéralement craqué sur sa ligne, mais je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais me faire gronder. Pour tous ceux qui aiment Audi depuis tout le temps,
ceux qui sont tatoués Audi. Parlons de la gamme. Vous allez totalement l'électrifier ? Alors, la gamme, aujourd'hui, elle répond aux trois mondes. Il y a des clients qui souhaitent encore rouler dans du thermique. D'autres qui ont fait le pas d'aller vers le hybride rechargeable. Ou bien, et notamment le cas de beaucoup d'entreprises, parce que la moitié des commandes aujourd'hui qui se font au canal de société sont pour Audi, déjà pour une voiture électrique. Donc ce sont ces trois mondes-là auxquels il faut qu'on donne une réponse. Et là-dessus, et ça c'est mon message, Audi a renouvelé vraiment la technologie et la gamme sur les trois énergies qui sont aujourd'hui importantes. Un tiers de nos commandes sur ce début au global se fait sur le 100% électrique, un tiers sur le PHEV et un tiers encore sur le thermique. Et nous devons de vraiment répondre à tous les besoins de nos clients. Sans filtre, Robert Brejkov, qu'est-ce qui a changé dans tout l'univers automobile depuis que vous l'avez épousé ? Ce qui n'a pas changé, c'est la passion pour l'automobile. C'est ce besoin de mobilité, de s'épanouir et d'avoir cette liberté de mouvement au quotidien. Ce qui a par contre vraiment radicalement changé, c'est l'approche de laquelle ça doit être fait et tout ce dont on a besoin de prendre en compte pour faire son choix rationnel, financier, ou fiscale, et notamment pour des entreprises. Des entreprises aujourd'hui qui ne se préparent pas à ça seront perdues et vont se voir avec des amendes en face. Et pour ça, c'est notre devoir en tant que constructeur, avec notre réseau de concessionnaires à 150 points en France, d'apporter ce conseil sur la fiscalité, sur l'impact financier que ça peut avoir. Et c'est là-dessus que j'invite tous les clients à faire appel pour se faire accompagner dans cette jungle qui est celle de la fiscalité en France. 2025 et début 2026, quelle est la voiture de la gamme Audi qui remporte le plus grand succès auprès des particuliers ? Auprès des particuliers, nous avons un très très bon succès avec la nouvelle Q3 qui est thermique et hybride rechargeable, mais elle est suivie de très près de la nouvelle A3. Et comme on est en fin de cycle de la Q4 e-tron et la nouvelle que nous attendons pour dans un mois, elle va très vite reprendre ses couleurs aussi. Et je vous cache pas que la Q6 avec l'EcoScore sur lequel on est très confiant, elle va se rajouter dans ce club des volumes seller chez nous très très vite aussi. On a 4 beaux modèles à proposer qui font le gros de nos ventes. Merci beaucoup, monsieur Robert Brejkov, d'avoir été avec nous dans Flux Libre et d'avoir sans filtre expliqué tout ce qui se passait pour Audi, l'EcoScore, les nouvelles voitures et d'avoir toujours ce regard pétillant quand vous parlez d'automobile. Merci pour votre accueil. On se retrouve très bientôt, c'est-à-dire dans le prochain numéro de Flux Libre, pour l'essai du tout nouveau Q4 e-tron dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup. Flux Libre avec Audi. Et pour finir en beauté, cap sur l'une des courses les plus mythiques du monde, les 24 heures du Mans. Alors avant le grand départ du 13 juin prochain, j'ai rencontré un directeur sportif de la FIA pour nous faire vivre l'ambiance unique de cet événement et mieux comprendre comment elle est organisée. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Imaginez, il est 4h du matin sur le circuit de la Sarthe. 13 km et demi de bitume qui serpente entre route nationale et secteur permanent. Les hypercars avalent la ligne droite des Hunaudières à plus de 330 km/h, dans l'obscurité totale, guidés seulement par leurs phares et les réflexes de leurs pilotes. Dans le cockpit, la température frôle les 50 degrés, le cœur du pilote bat à plus de 160 pulsations par minute. Ça dure depuis 9 heures d'affilée. C'est ça, les 24 heures du Mans. Derrière ce spectacle dément, il y a une organisation titanesque, des règlements millimétrés et une ambition qui dépasse largement la course elle-même. Préparer également la voiture de demain de Monsieur Tout-le-Monde. Bonjour Monsieur Dupont. Bonjour Laurence. Vous êtes directeur adjoint du circuit sport à la FIA, ça veut dire quoi ? Je m'occupe de gérer certains championnats que la FIA organise directement sur le plan sportif, notamment là, le championnat du monde d'endurance. Pour tous ceux qui ne connaissent peut-être pas très très bien la FIA, quelle est sa mission ? La Fédération internationale de l'automobile gère le sport automobile dans sa globalité, ainsi que paix mobilité au niveau mondial. C'est une fédération d'associations sportives nationales qui va avoir comme tâche d'édicter les règlements qu'on va utiliser sur les compétitions internationales. Alors on se rencontre à quelques jours des 24 heures du Mans. La course va démarrer samedi 13 à 16h. Combien de personnes faut-il mobiliser pour que cet événement existe ?
Si vous prenez par exemple les commissaires de piste sur un circuit hors norme, donc 13 km et demi, il y en a plus de 2500 autour de la piste. Pour ça, il faut rajouter aussi toutes les équipes de la FIA, mais aussi tous les officiels qui vont travailler autour. Et là, on en rajoute facile 500 personnes, plus tous les volontaires qui accueillent un public énorme. On a besoin de beaucoup de monde. Et parlons du circuit, évidemment, il est totalement hors norme. Comment est-ce qu'on organise ce circuit? C'est une organisation vraiment titanesque, gérée par l'Automobile Club de l'Ouest, qui va mettre en place et préparer tout au long de l'année la fermeture du circuit avec les autorités locales. Et la FIA va venir homologuer ce circuit selon les dernières normes de sécurité, pour s'assurer de la sécurité des coureurs, évidemment, et aussi des commissaires et de toutes les personnes qui travaillent autour de la piste. Est-ce qu'il y a eu des années où la FIA a dû faire changer ces normes? Alors, on fait évoluer les normes de façon constante pour plus de sécurité, de protection. Alors oui, il y a des retours d'expérience où on a pu voir que certaines configurations pouvaient être améliorées d'une année à l'autre, et c'est ce qu'on fait. Et on travaille donc main à main avec les autorités du Mans et l'Automobile Club de l'Ouest. Vous avez un exemple? On travaille beaucoup sur la protection des commissaires, notamment sur la ligne droite des Hunaudières, où des voitures vont à plus de 320 km/h. On a un exemple concret? Tout à fait. Les positions des commissaires sont validées, sont homologuées, et on vient rajouter des grillages spécifiques de protection pour les commissaires, de façon à ce qu'ils puissent utiliser leur drapeau en toute sécurité. On va quitter le bord de la route et on va rentrer dans le cockpit, Monsieur Dupont. Qu'est-ce que ça représente physiquement de conduire au Mans? Et comment on prépare un pilote d'ailleurs pour ça? Alors les pilotes se préparent beaucoup sur simulateur par rapport aux caractéristiques de la voiture, aux caractéristiques du circuit. Le Mans est un circuit avec beaucoup de haute vitesse. Une préparation physique également, préparation au niveau des muscles du cou, des bras. Ce sont des sportifs de haut niveau. Il faut savoir qu'il y a 3 pilotes par équipage qui vont rouler 24 heures avec des relais qui peuvent aller jusqu'à 2 heures par pilote consécutif, voire même plus dans certains cas. Donc il faut avoir une forme physique très pointue. Pilote, démarrez vos moteurs. Les pilotes subissent des vecteurs force dans le cockpit qui doivent être assez incroyables, non? Oui, les accélérations latérales sont très importantes, et c'est justement pour ça qu'il faut avoir un bon coup pour pouvoir réussir à garder la tête droite, notamment quand on parle dans les virages d'Indianapolis. Mais c'est sur 24 heures, plus tous les essais. Mon petit doigt m'a dit que vous les suiviez en temps réel dans le cockpit. Ça consiste en quoi? Depuis la direction de course, on a accès à toutes les informations qui concernent la voiture, la caméra embarquée, savoir exactement leur position GPS, et aussi la position de l'accélérateur, la position de la pédale de frein, même de l'angle volant. On a toutes ces informations via la télémétrie en direct, en direction de course, qui vont nous permettre, en cas d'infraction, si les pilotes ne respectent pas les demandes de la direction de course. Toute cette technologie qui est embarquée dans une voiture de course, évidemment, ça va finir à un moment ou à un autre par se retrouver, Monsieur Dupont, dans nos voitures. Comment ça se passe? Le fait d'avoir autant de constructeurs présents, aussi bien en catégorie hypercar qu'en catégorie GT, montre qu'il y a vraiment un intérêt pour eux d'être présents en compétition, pour montrer leur capacité à avoir des véhicules performants, à avoir des véhicules endurants, notamment par rapport à la technologie hybride et l'hybridation, qui joue une part très importante de la performance de la voiture. L'optimisation de cette technologie va forcément se trouver rapportée dans la voiture de tous les jours. Vous avez un exemple à me donner? C'est le cas notamment de Toyota qui est présent sur les 24 heures du Mans, et notamment lors de l'introduction des technologies hybrides. Depuis 2022, les voitures du WEC qui roulent avec un carburant 100% renouvelable. Une des dernières évolutions importantes des 24 heures du Mans, c'est l'utilisation de carburant 100% renouvelable, qui a permis aussi aux constructeurs aussi bien qu'aux pétroliers d'améliorer cette technologie, et puis avec à terme l'ambition de retrouver cette technologie sur la route. Dans les dernières innovations et dernières technologies qui sont utilisées sur le Mans, il y en a une qui est très forte? Alors tout à fait, l'hydrogène est la prochaine technologie qui va être développée grâce à l'endurance et aux 24 heures du Mans. Il y a déjà plusieurs démonstrateurs qui tournent. La FIA travaille pour réglementer et comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser de l'hydrogène en compétition. Et c'est vrai que les 24 heures du Mans, la CO a toujours réservé un garage particulier qui va permettre à des nouvelles technologies de rentrer en compétition. Donc on travaille à l'horizon 2030 pour avoir une voiture à hydrogène de compétition qui va pouvoir rivaliser avec les hypercars actuels. L'année dernière, Ferrari avait de nouveau remporté les 24 heures du Mans. Vous voyez qui sur la ligne d'arrivée cette année? On est bien malin et qui peut prédire qui gagnera la course cette année. Je pense que ça a rarement été aussi ouvert. Benoît Dupont, merci beaucoup de nous avoir fait pénétrer dans les coulisses des 24 heures du Mans. Avec plaisir.
Flux libre avec Audi. Nous voici arrivés à la fin de notre épisode, le 11e du nom de Flux Libre. Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour cet épisode, nos invités, nos partenaires bien sûr. Et vous allez pouvoir retrouver Flux Libre sur toutes les plateformes de podcast. Très prochainement d'ailleurs, chronique par chronique et en images également sur YouTube. Si cet épisode vous a plu, je vous proposerai bien de le partager sans modération. Et n'oubliez pas, rendez-vous très vite pour le 12e épisode de Flux Libre. Ce sera début juillet. D'ici là, bonne route et bonne écoute. Votre rendez-vous Flux libre vous a été proposé par Audi.